Bienvenue sur cet nouvel épisode. Mika, on a raté un épisode, mais bon, ça devient un peu notre habitude, ça, des fois. On est carré sur un mois et demi, et poum. Mais bon, je pense Non, que c'est à cause du beau temps, Mika, il commence non, à s'en mais mettre trop. écoutez, franchement, c'est de ma faute. Là, pour le coup, c'est moi qui n'ai pas. Dis-le ce que tu m'as dit en off. Pourquoi t'es pas Non, disponible? t'en fous, toi. Je suis pas un salaud comme toi, hein. Toi, tu Ah ouais, m'attaques sans franchement. pitié. T'es un Ah ouais, salaud. t'es dur à y vivre, hein, comme ça. Je te Je ne relance. m'attendais pas à celui-là, là. Préserve-nous de tout ça. Et Vas-y. puis, Ouais, bah, toi aussi, t'arrêtes alors. C'est bon. c'est Bon. bon. Donc, désolé de l'absence, en tout cas, de la semaine dernière. Il y a eu énormément d'actualités, Mika. On n'a pas su trouver le créneau qu'il fallait. Mais bah, déjà, comment ça va, Mika? Fait Bah, lourd écoute, aujourd'hui, hein. ouais, franchement, ça va, nickel. Tout est nickel. Il y a, comme tu as dit, là, il y a une belle actualité du MMA qui s'est déroulée là cette semaine et qui va se dérouler la semaine prochaine. Et on va revenir quand même sur le combat de Nassour, même si maintenant, ça fait, dans la tête des gens, ça commence à faire un Ouais. petit peu que ça fait 8 jours. Mais moi, je voulais bien revenir sur ce qui s'est passé parce que c'était incroyable, quoi. Ouais, et juste, je m'excuse auprès de toi, auprès de Aldric et auprès des auditeurs. Parce qu'on avait enregistré une preview sur Jim Curtis, sur Oliveira Chandler. Et toi, Aldric, vous avez parlé du gars du M1, j'oublie son nom. Mais Ouais, voilà, et j'ai eu un problème j'ai pas pu la mettre en ligne, j'ai eu un petit problème. J'ai voulu même au moins exporter le son, j'ai pas réussi. Donc je m'excuse et ça fait. Donc là, on est de retour. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner sur Spotify, ce sera à l'heure là. Et Mika, je te laisse parler. Nasruddin Curtis, Chris Curtis, qui s'est arrêté au deuxième round par un no contest parce qu'il y a eu un coup de tête dans le combat pour recontextualiser. Je te laisse parler. bah, incroyable. Enfin, vraiment surpris parce que j'ai senti de la progression. Et quand tu regardais en fait entre l'opération de Nassour et son dernier combat, il ne s'est pas non plus écoulé énormément de temps. Donc j'ai trouvé que Nassour avait vraiment progressé pour le coup entre le combat contre Sean Strickland et ce combat-là. Je le rappelle, il s'est passé 6 mois. Il avait combattu le 14 janvier, là il combattait le 6 juin. Il avait combattu Sean Strickland à moins de 93. Et là, il a combattu Chris Curtis à 84. Et en 6 mois, et avec une opération dans ces 6 mois, on a vu un Nassour qui s'est transformé. Grosse maturité émotionnelle, j'ai trouvé. Grosse gestion. J'ai trouvé qu'il a, tout au long de sa fight week, il est resté, en tout cas, dans son combat. Et après, Chris Curtis, il n'a pas fait peut-être le même trash talking que les autres. Mais je n'avais pas le sentiment qu'il y avait la place, en tout cas, pour essayer de faire déjouer Nassour. Et sur le combat, on avait fait une grosse analyse avec Aldric et toi. Et on disait que c'était un combat difficile, Chris Curtis, que c'était loin d'être un cadeau. Et là, en tout cas, ce qui est beau, c'est qu'on voit que Nassour est clairement un top 10 de la catégorie et que clairement, ce qu'il a fait à Chris Curtis, pas beaucoup de combattants chez les 84 kilos seraient en mesure de faire ce qu'il a fait. Il a littéralement pris Chris Curtis. Il a fait ce qu'on appelle du MMA, il a boxé, s'est déplacé, il a lutté Chris Curtis. Et c'est à ce niveau-là, je pense qu'on attendait Nassourdine. Je pense que tous les gens, toi comme moi, on voit ce qu'il sait faire en entraînement. Et c'est vrai qu'on parle de lui comme étant un gros futur prétendant à la ceinture. On a vu les gens il y avait une sorte de déferlante un peu suite à sa défaite contre Sean Strickland. Et je suis content que sur ce combat, il ait pu montrer qu'il est à la hauteur de ce qu'on dit de lui. Et voilà, et j'ai juste hâte de le revoir combattre et je suis heureux de voir le niveau qu'il atteint. Mais malheureusement, l'engouement qu'il y a eu lors du combat contre Strickland et cet engouement-là, c'est pas le même parce que l'autre c'était un main event et derrière il y avait eu le film RMC, donc il y avait vraiment eu, on va dire, un nouveau public aussi qui avait les yeux rivés sur le combat. Donc malheureusement, je pense pas que ce combat-là, ça a eu la même ampleur que celui de Sean Strickland. En tout cas, il faut mettre du respect sur son nom. Mais en tout cas, le combat, il y a vraiment, vraiment, vraiment des belles choses à voir. J'essaierai de faire une petite vidéo là-dessus parce que même la manière dont il met les calf kicks et tout, je trouve que c'est vraiment très technique. La manière dont il lutte en body lock, je trouve que c'est vraiment très, très, très technique. Et c'est marrant parce que ça fait que d'évoluer les MMA. Et ces derniers temps, je remarque que sur les combats,
Bah, tu sais, à l'époque, c'était des double legs qui passaient, tu sais, les gros lutteurs qui venaient, mais enfin, ces derniers temps, il y a pas mal de travail en body lock. Donc, en fait, c'est en évolution constante le MMA, que ce soit pour les différentes phases de MMA, que ce soit pour le striking. Là, tu vois beaucoup de mecs, de strikers travailler avec les obliques, tu sais, les coups de pied façon karatéka. Et c'est, voilà. Et franchement, en tout cas, il y a vraiment de très, très belles choses à voir. Et voilà, en tout cas, Nassoudi, il m'a fait mentir parce que moi, je pensais aussi que ça allait être un mauvais match pour lui. Il y avait plusieurs aspects, hein, sur l'aspect mental et tout, parce que voilà, au niveau du trash talk, au niveau de la cheville aussi, comme tu l'as dit, il venait de se faire opérer il y a quelques temps. Et voilà, je trouve qu'il a vraiment fait un travail, et pas que technique, hein, mais même mental. Il est venu poser. Et voilà, en tout cas, il faut mettre du respect sur son nom. Donc, on verra par la suite ce qui va se passer à l'UFC Paris. Est-ce qu'il y aura une revanche ou est-ce qu'il y aura, comme les rumeurs le disent, je ne sais pas si c'est une rumeur ou si c'est confirmé qu'il y aura peut-être un combat contre Dolidze qui est, je ne sais plus combien de la catégorie, en cas qui est entre le peut-être 8e à peu près. Donc on reviendra aussi en tout cas sur l'UFC Paris. Après, il y a eu le main event. Le main event, dans le débrief, j'avais dit qu'il y en avait un des deux qui allait tomber. Malheureusement, c'est Dariush. Enfin, je dis malheureusement, j'aime beaucoup Charles Oliveira. Mais voilà, j'aurais quand même voulu que Dariush il ait son petit title shot. Malgré, il avait bien démarré. Il avait vraiment bien démarré le combat. Il l'amène au sol, il stabilise la position. Il ne cherche pas à faire du gros grappling. Enfin, quand même, ici, il cherche à quand même passer la garde, mais tout en gardant des positions assez basses. Après, voilà, ça se crumble, ça se relève. Oliveira, il a vraiment une frappe sèche. Et malheureusement, Dariush n'a pas su revenir. Et il se fait TKO par Oliveira. Après, j'ai trouvé quand même que malheureusement, moi j'étais pour Oliveira, tu le sais très bien. Je l'avais dit aussi, on n'a pas pu voir l'analyse qu'on avait fait avec Aldric, mais j'avais dit que je trouvais que, et d'ailleurs c'est toi qui le dis souvent, on a la culture de l'instant T Ouais, et c'est vrai. on oublie un peu le parcours des deux. Et je trouvais que sur l'analyse juste des palmarès entre les deux, il y avait juste sur cette analyse de palmarès une grosse différence de niveau entre Oliveira et Dariush. Maintenant, j'ai trouvé qu'Oliveira, je ne sais pas si tu as vu à partir du moment où il a touché Dariush, à un moment donné, Dariush essaye de lutter avec Oliveira. Je ne sais pas si tu as vu le sprawl qu'il a fait en allant récupérer le dos et en mettant les. En fait, je ne me rappelle plus de comme ça. Oliveira, il a des phases en MMA, c'est juste un tueur à gages. C'est l'élite de chez l'élite du MMA. Maintenant, le Oliveira que j'ai vu, même s'il était, on l'a vu à des années-lumière de Dariush, je pense qu'il refait le combat contre Makhachev. À peu de choses près, ça se passe de la même manière. Parce que je le trouve beaucoup trop ouvert. Oui, il est trop généreux. Et surtout, dans sa manière de lutter, il met beaucoup de plumes, tu vois. Il a galéré face à Dariush quand même au début, sur les phases de clinch, etc. Et aujourd'hui, il y a un combat qui m'intéresse par-dessus tout chez les moins de 70 kilos. Ça serait dans l'hypothèse où on a Dustin Poirier qui s'impose la face à Gage. Ça serait de voir Dustin Poirier face à Oliveira. Vraiment, c'est le combat que j'ai envie de voir parce que pour moi, je pense que Dustin Poirier peut gagner ce combat et je pense que Dustin Poirier peut être à 70 kilos le seul qui peut aujourd'hui aller chercher Makhachev. Maintenant, c'est mon analyse. J'attends de voir. Non, ce serait bien qu'on en parle en tout cas d'une vidéo comme ça avec Adric, mais pour moi, Poirier ne passe pas Islam. Vraiment, pour moi, Poirier ne passe pas Islam, Mika. Après, pour revenir à Oliveira, je suis d'accord, hein, il y en a beaucoup qui disent que peut-être que ça va changer la donne s'il revient face à Islam, mais il a un jeu, il est trop généreux. Ça veut dire qu'il y a trop d'engagement dans ses combats, ce qui fait qu'en fait, des fois, il se fait cueillir à son propre jeu. Et lorsqu'il est sur des combattants intelligents qui saisissent la première opportunité, il ne laisse plus passer. Chandler, il a fait cette erreur-là, il a une opportunité, il n'a pas su la saisir. Poirier aussi, à un moment donné, je crois qu'il le met en danger, mais il n'a pas su le saisir, alors qu'Islam, il a su vraiment capitaliser là-dessus, soumettre et stopper le combat. Donc, on verra par la suite. Dans l'ordre chronologique, on a eu l'annonce de l'UFC Paris qui aura lieu en septembre face à Sergei Spivak, qui est 8e du classement, face à Cyril Gane. Voilà, c'est un combat qui fait un petit peu parler. Nous, on va donner notre avis. Pour la petite histoire, Sergei Spivak, je le connais, c'est pas mon gars. Voilà, je le connais parce qu'à l'époque, il était sur Paris, il préparait une ceinture au WWFC. C'était avant en fait qu'il signait à l'UFC. C'était Daniel Warren qui l'avait ramené avec. D'ailleurs, il y avait Dolidze. Et on avait tourné à la Hatch Academy. Donc, je le connais au niveau de son style. Et après, voilà, la catégorie poids lourd, c'est une catégorie que je regarde de très très près à l'UFC. Donc,
J'ai eu de très gros progrès de sa part. Notamment, on avait parlé de son combat face à Augusto Sakai. Je trouve qu'il fait de très très gros progrès. Donc, c'est pas un combat à prendre à la légère, hein. Certes, c'est un combat qui est risqué parce qu'en fait, il est 8e du classement. Donc, en réalité, si Cyril il gagne ce combat, ok. Je suis en train de regarder le palmarès de Spivak là. Tu vois, donc il est 8e du classement. En fait, voilà. Je pense que, enfin, c'est mon avis, hein, mais Cyril, il a quand même 2 title shots, enfin même 3 intérimaires contre Ngannou et contre John Jones. Et là, en fait, aller chercher le 8e du classement, certes, apparemment, là, il y a pas mal de combats qui sont bookés, notamment Tibura contre Thomas Spinal. C'est Pavlovich, des rumeurs qui disent qu'il doit affronter John Jones, donc je pense que c'est pour ça qu'il n'est pas disponible. Almeida, il est booké contre Curtis Blade, donc c'est pour ça qu'en fait, il reste que Sergei Spivak. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Mika, de ce match-up? Risqué, combat facile? Non, combat facile. Il faut arrêter avec les combats faciles. Il n'y a pas de combat facile à ce niveau-là. C'est des gars qui prennent 500 000 euros par combat. Si c'était des combats faciles, ils en feraient un par mois. Non, il n'y a pas de combat facile. Spivak, c'est quelqu'un qui progresse. Spivak, c'est quelqu'un qui, au sol, je trouve, qui est solide, qui reste une bonne lutte, qui a un bon sol. Maintenant, en pied-point, ça va être l'un des adversaires les plus faciles qu'a rencontré Cyril Gane, ça c'est vrai. Sur la partie pied-point, Spivak, je ne le trouve pas du tout dangereux. Ses déplacements, c'est horrible. Mauvaise gestion de la distance. Et attends, quand je dis horrible, c'est par rapport à ce que fait Cyril Gane. Maintenant, Spivak sur le sol et la lutte, attention quand même. Ouais. Attention quand même. Spivak au sol, c'est pas dégueu, ça soumet. C'est un des seuls poids lourds qui soumet encore. Il a un gros grand and pound et c'est quelqu'un qui frappe et qui a montré qu'il savait encaisser. Il n'a pas bronché face à Derek Lewis. Donc attention, c'est pas un combat facile. Maintenant, c'est pas le combat que je voulais rêver. Voilà, franchement, il y avait 3 ou 4 prénoms que j'aurais voulu voir contre Cyril Gane. Il n'en fait absolument pas partie. On avait Pavlovich, bon, on sait qu'il était matché. On a Miocic, on a Blade, on a. Miocic, il faut vraiment l'évincer lui. Hein. Oui, tu as raison. Non, mais bon. Je disais ça parce que là, je suis dans le classement. À l'époque, je disais ça de John Jones. John Jones, il est revenu, mais Miocic, franchement, on ne sait même pas où il est, ce mec. Ni en termes de communication. En termes de négociation, bah, y a des rumeurs. Après, finalement, tu as Dana White qui dément. Derrière, tu as Moïse, tu as John Jones qui dément. Donc, je pense que lui, il faut vraiment l'évincer. Parce que quand je regarde, tu as Cyril numéro 1, Sergei Pavlovich numéro 2. Et Sergei Pavlovich, vous me direz si je me trompe, mais il n'est pas booké pour le moment. Enfin, il y avait des rumeurs qui disaient que peut-être qu'il allait affronter John Jones. Mais pour le moment, il n'est pas booké. Donc, je ne comprends pas en fait pourquoi ce combat-là ne s'est pas fait. Et en plus, c'est vraiment dans la logique sportive du numéro 1 contre le numéro 2. Tu vois. Et attends, je reviens sur. Ouais, non, mais je vois. Et donc, ouais, donc c'est vrai que je comprends pas, en fait. Donc, voilà, il va falloir que je regarde si s'il est vraiment booké contre John Jones. Mais, non, en tout cas, ouais, c'est pas un match facile, comme tu disais. Hein. Il a un bon chain wrestling. Hein. Il enchaîne bien les projections, en plus, sans trop fournir d'efforts. Parce que il me semble qu'il il est samboïste de base. Il est samboïste de base. Et je crois qu'il a un background aussi de judo. Donc, il va souvent chercher le double leg pour remonter en body lock, pour derrière faire son uchimata. Et même quand ça passe pas, il arrive à crocheter. Donc, si ça colle, il va vraiment falloir faire attention parce qu'il a un bon contrôle. Il a des très, très bonnes transitions, même au sol, hein, sur les positions et tout. Et comme tu as dit, il soumet. À l'époque, il avait. Ouais. Ouais, il soumet un de ses combats références, je trouvais, enfin, si on peut dire un combat référence. Mais franchement, contre Derek Lewis, je trouve que c'est pas mal. Parce que Derek Lewis, encore une fois, c'est pas facile à gérer. On peut dire ce qu'on veut de lui. Hein. Il est capable du meilleur comme vraiment du pire. Mais il l'a géré très facilement. C'est quelqu'un aussi, on le voit, qui a pris sa shape. Excusez-moi, sa shape en main. C'est quelqu'un qui maintenant est beaucoup plus propre qu'avant. Si tu regardes sa dernière défaite en carrière, c'est à Spinal. Voilà. Sinon, c'est 6 victoires en 7 combats. C'est pas rien à l'UFC, je le rappelle. À l'UFC, il a fait 10 combats, il a 3 défaites. Il a perdu contre Tibura, Harris et Aspinall. Maintenant, c'est qu'à chaque fois, les défaites, elles sont intervenues sur les phases de striking. Ouais. C'est pour ça qu'on dit que c'est un combat un peu… franchement, normalement, pour Cyril, ça devrait être un combat que Cyril va gérer assez facilement. Mais c'est aussi une manière de l'UFC, en tout cas. Ce qui est sûr, c'est que ce combat-là n'amènera pas Cyril Gane au titre. Oui, bien sûr.
Ça veut dire que c'est juste un combat, voilà, pour se remettre entre guillemets en selle. Attention, c'est pas un combat facile, mais voilà, c'est quand tu regardes les noms qu'a affronté Spivak aujourd'hui, ça va pas chercher le top 3. Bien Et, sûr. euh, et je pense que Cyril gagne, moi, je suis persuadé que Cyril va lui rouler dessus. Hein. Bah, je Honnêtement, l'espère, je autant l'espère, pour et en lui. plus, non, je l'espère, hein. Et pour revenir sur ce que tu disais, en tout cas, bref, Thomas Pinal, il s'en est débarrassé assez rapidement. Et il me semble que depuis son combat contre Thomas Pinal, je crois que c'est à ce moment-là qu'il a changé de gym et que maintenant il est chez Eric Nexic, le coach de Ngannou. Mais en tout cas, je sais qu'il a fait des progrès parce qu'après, il a fait son retour face à Augusto Saka et c'est là où j'ai vraiment vu qu'il avait trouvé son style, qu'il avait vraiment trouvé son style adapté au MMA et tout. Après, c'est un combattant qui aime pas trop la pression, qui n'aime pas trop prendre de coups aussi. Et en tout cas, à voir. En tout cas, à voir, c'est un combat forcément. Ça te hype, toi, ce combat? Bah, je vais pas dire que ça me hype pas. Gros, on a Cyril Gann, on l'a vu ce combat contre avec Tuivasa. On avait vu à quel point ça l'avait transcendé et que Ouais. ça l'avait galvanisé. On sait que UFC Bercy, ça va être l'un des plus gros rendez-vous. On sait que Cyril Gann, c'est potentiellement avec Manon Fiorot le main event. Maintenant, clairement, je trouve que euh, c'est pas le main event de folie. Maintenant, de dire que ça me hype pas, c'est faux. Juste le fait que ce soit à Paris, à Bercy, ça me hype. Quand je vois la performance de Nassour, je sais que Nassour sera sur la carte. On a Benoît Saint-Denis qui affronte un gros client dans 2 semaines. C'est vraiment pas dit que lui soit sur la carte en septembre. On a Ouais. Fares Diem qui combat aussi en juillet. C'est pas dit qu'il soit sur la carte. Je pense qu'on aura William Gomis aussi sur la carte. Je pense qu'on aura Nora qui a signé à l'UFC. Félicitations à elle. Ouais. On en avait parlé d'elle, de cette fille, en disant que Car, c'était. Ouais. c'est ce qu'est le problème. Tu te rappelles l'épisode où on a reçu le coach de Laetitia? Parce qu'en fait, la Ouais. veille, on avait été à l'Hexagone. Et je vous le jure devant Dieu, c'est vrai. Il me semble qu'à ce moment-là, quand j'ai fait le montage, parce qu'il y a eu un bug, j'ai pas mis la partie où on parlait de l'Hexagone. Mais Avec Chungi. je vous promets que c'est vrai. On en avait parlé parce qu'elle avait enchaîné pas mal de belles performances. Et j'ai regardé sur YouTube et je me suis dit, mais attends, on a parlé de Nora à un moment donné, tu vois. Et bah, il s'avère que c'était à ce moment-là parce que je n'avais pas mis la partie où on parlait de l'Hexagone. Mais bon. Donc voilà, après, on est point de débrief là-dessus. Et bah, félicitations à elle. Elle signe à l'UFC. Je pense que c'était, il y a peu de personnes qui s'y attendaient. Et il me semble que c'est un co-management avec la F1 de Mathieu Nicour et, la Bulgarian Top Team avec JB Shelby qui est aussi de la Bulgarian Top Team. Moi, tu sais, mis à part Nora, je suis content pour Mathieu Nicour parce que c'est quelqu'un qui a donné pour le MMA. Mais tu sais, à un moment donné, j'avais l'impression que tu sais, il s'est lancé un peu petit à petit du MMA français. En fait, non, il a su renouveler son club, la FFA. Il a su créer son orga. Derrière, il s'est associé avec l'Hexagone. Et maintenant, d'avoir une élève à lui qui le lève au plus haut niveau. Je suis vraiment content pour lui et content aussi pour Nora Cornell. Voilà, C'est fait. Franchement, elle a fait le taf. Hein. bien sûr. Elle a fait le taf et c'est archi mérité. Donc, en tout cas, il y a de fortes chances qu'elle soit sur la carte. Ensuite, on a Abdul, on le sait, même si ce n'est pas officiel, tous les indicateurs sont verts. Gros point d'interrogation sur Taylor Lapillus. Vraiment Ouais. gros point d'interrogation. Je crois comprendre de ce qui se dit en coulisses que Taylor n'est plus au Factory. Tu me poses la question ou tu le dis là? Non, de ce que je vois, Ok. moi, de ce que je vois, de ce qui se dit en coulisses. Ok. Maintenant, j'ai mis à appeler Taylor pour en parler avec lui. J'ai pas appelé non plus toi, peut-être que tu sais, voilà, mais je pense que c'est compliqué à dire. Mais j'ai le sentiment que Taylor n'est plus au Factory et je sais même pas s'il est toujours managé par le management de Factory. Ouais, c'est une vraie question. Je Ouais, sais qu'il a signé à l'UFC lorsqu'il était sous contrat avec le Management Factory, mais peut-être que désormais son contrat au Management Factory est terminé. En fait, j'ai pas d'informations là-dessus, pour être honnête, donc je préfère pas faire de la spéculation et tout. Mais par contre, je suis quasi sûr que Taylor n'est plus au Factory. Mais, et tu sais quoi, on va recevoir Taylor, ça serait bien qu'on le reçoit et qu'il parle un peu de ça. ok. Et voilà, il en parlera mieux que nous. Mais on reviendra avec des informations plus précises là-dessus. Plus croustillante, plus fraîche. Bah, non, pas plus fraîche parce que je pense qu'ils ne communiquent pas là-dessus parce qu'ils n'ont pas forcément la volonté de créer une tension autour de ça. Mais pourquoi je te dis ça, c'est parce que je le vois de plus en plus à l'US L'US Metro, le ouais, nouveau club avec Denis de Frachet. Lufraché. Et je sais que c'est pas dans la politique du Factory de s'afficher dans les teams extérieurs.
Écoute, on verra si Taylor veut participer à l'émission pour nous en dire un peu plus. On revient sur le débrief de l'Hexagone. J'ai pas pu voir l'événement en direct, donc j'ai vu à peu près les résultats et quelques combats, notamment le main event qui avait. Déjà, félicitations à Prince Aounala qui devient le premier champion poids lourd de l'Hexagone. Il avait face à lui Paul Emmanuel, donc il gagne par TKO sur le 4e round. Et donc, ouais, il y avait vraiment ce combat-là que je voulais voir. Il y avait Mathieu Duclos-Leto qui gagne aussi par TKO, c'est ça? Ouais, exactement. J'ai sous les yeux, là, je regarde. Ok. Et donc, du coup, voilà, il y avait Messi Mehdi Ben Lagdar. Là, ça me tenait à cœur de voir son combat. Malheureusement, je voulais le voir briller. Ça ne s'est pas passé comme prévu. Honnêtement, je ne me suis pas penché sur son adversaire parce que, voilà, je m'étais dit que. Pas que c'était un combattant facile en face, parce qu'il n'y a jamais réellement de combat facile. Il y a toujours ce facteur qui fait que bah voilà, on peut perdre un combat. Et malheureusement, il s'est incliné par KO TKO sur la première reprise. Après, voilà, ça m'a fait mal de voir ça parce qu'en plus, bah, Mehdi, je l'apprécie, hein, c'est mon ancien partenaire et c'est un ami. Et c'était son premier combat. C'était son premier combat en France. Enfin, il me semble qu'à l'époque, il avait combattu au GFA sous les règles du Pancras. Ensuite, il s'est exporté au Cage Warriors, d'où il n'avait jamais connu la défaite. Et là, c'est une première défaite pour lui devant son public. Donc, en tout cas, voilà, j'espère pour lui qu'il n'y a pas de blessure et je lui souhaite un bon rétablissement et un retour victorieux. Ouais, alors pour revenir sur l'Hexagone, effectivement, Mehdi, voilà, qui était attendu en plus. Après, c'est malheureux, on l'attendait tous. J'ai été très content, comme tu l'as dit, pour Abou Tunkara, qui s'est imposé aussi. Alexis Fontes, qui a gagné un ancien partenaire d'entraînement à nous. Par contre, lui, je ne savais vraiment pas qui combattait. Genre, j'ai pas vu de rien. J'ai rien vu passer à Abou Tunkara. J'étais au courant et tout, presque tout le monde, mais j'ai pas du tout vu qui combattait. Je savais pas. Ensuite, Mathieu Duclos qui continue à performer, l'air de rien, c'est bien. Lui, il fait le taf aussi. On a Prince Anouala qui est devenu champion et gros big up, moi je le dis beau, à tous ceux qui suivent depuis peu le MMA ou qui ne connaissaient pas forcément. Anthony Dizzy qui a été l'un de nos plus grands représentant, qui fait très peu parler de lui puisqu'il habite Reims, c'est parce que les réseaux ça lui casse les couilles, mais c'est l'un de nos meilleurs représentants MMA français, en tout cas à l'époque. Là il est revenu chez lui parce que c'était à Reims et il s'est imposé dans une catégorie qui n'était pas la sienne parce qu'il combattait normalement à 66 kilos et là il combattait à 70 et voilà, et qui montre qu'il est toujours présent. Dizzy c'est quelqu'un qui a combattu au Bellator, qui a combattu au PFL, c'est le premier français à avoir gagné au PFL. C'est vraiment un combattant archi solide. Donc voilà, je voudrais juste que les gens s'ils s'intéressent un peu au MMA, ils puissent aller voir. Voilà, c'est vraiment un bon gars, le Dizzy. Je l'avais reçu en interview lorsqu'il a affronté Chris Wade là pour le tournoi 1 million et on l'avait aussi dans l'émission il y a quelques temps. Après, il avait annoncé sa retraite dans son entre-temps. Donc... Exactement. Ah oui, c'était pour ça, ouais. Mais en plus, je sais qu'il a des sacrées anecdotes, lui. Hein. Notamment lorsqu'il avait combattu au M1 un jour, je crois, et qu'il avait un problème à l'œil. Je sais pas si tu y étais à ce moment-là en plus, non? Ouais, j'y étais. Moi, j'avais combattu juste avant lui sur la carte. Et lui, il prenait franchement un bon gars, tu vois. Et du coup, il combat. Première minute du combat, le mec fracture le plancher orbital et Dizzy combat tout le reste du combat. Donc 14 minutes de combat de ouf, avec fracture du plancher orbital en ne voyant plus rien d'un œil. Et d'ailleurs, il s'est fait opérer et tout. Hein. Il y a eu une grosse opération derrière. Ouais. Mais il a gagné ce combat. Et je peux vous dire que l'adversaire qu'il avait affronté à l'époque au M1, c'était l'ancien champion. Enfin, c'était un truc de ouf. Et au moment où il devait combattre pour la ceinture des 66 kilos contre Nate The Train, qui a combattu à l'UFC là, le combat, entre guillemets, s'est jamais fait parce que le M1 a eu des soucis financiers, etc. Donc voilà, comme quoi le MMA, c'est marrant puisque tout s'imbrique. Ouais. Mais voilà, en tout cas, je vous le dis, Dizzy, gros combattant, gros big up à lui et profite un peu de ta prime pour t'acheter des vêtements parce que vraiment, tu t'habilles vraiment mal. J'espère que le message sera entendu. On est sur la Fight Week d'Ares, Mika, Ares 16. Ares 16 qui aura lieu le vendredi 23 juin, qui aura pour main event, il faut que je mette la Baïsangour, Shamsudinov, le prospect français invaincu contre un vétéran de l'UFC. Tu l'as la carte devant tes yeux? Ouais, je l'ai. Okay. Tu parles de la carte UFC? Non, la carte de l'Ares. Mais tu veux pas qu'on parle de ce qui s'est passé hier avec la victoire vite fait de Tsarukian? Vas-y, je t'écoute, Mika. Vas-y.
Tsarukyan qui prouve que vraiment il est à prendre très au sérieux, qui a pris le meilleur sur Joaquim Silva. Je te rappelle, Joaquim Silva, c'était 12 3 en carrière, c'est solide. C'est un Brésilien. Et Tsarukyan, franchement, j'ai trouvé qui a dominé le combat sur l'entièreté et qui finit par s'imposer au troisième round par KO TKO. Franchement, Tsarukyan, il revient fort. Là, encore une fois, c'était pas un combat qui va le faire monter forcément dans les rankings. Mais Tsarukyan, voilà, on en parle souvent hein, comme un gros prospect chez les lightweight. Et je pense là que cette victoire, encore une fois, va inscrire un peu plus son nom à l'UFC. Et enfin, là où j'ai été très surpris, c'est la victoire de Cannonier sur Vettori. Le combat, j'ai trouvé franchement, après, j'ai trouvé un peu soporifique. Mais après, c'est le problème de Vettori, il est lent, il est sur une vitesse. Maintenant, forcément, quand je regardais le combat, je pensais à Nassourdine. Et je trouve encore une fois, et ça tu le dis toi aussi souvent, en fait, c'est que je les trouve tellement volumineux, les mecs à 84, que je me demande comment ça se passera face à Nassourdine. Ouais. Et j'ai hâte de voir un Vettori contre Nassourdine. C'est pas impossible hein, que ça se passe. En fait, comme je dis, j'ai vu des rumeurs passer sur Twitter, soit contre Dolidze ou soit contre peut-être Vettori. C'est un petit peu aussi ça, hein, parce que j'ai discuté avec Nassourdine. Bon, je sais pas si j'ai le droit de le dire, mais j'ai dit. Tu sais, j'ai dit quoi? Parce que tu sais, parfois les gens ne veulent pas parler, ils ont dit, mais écoutez, de toute manière, si c'est pas moi qui le dis, si c'est pas Mika qui le dit, ça va être un média étranger. Donc autant que ce soit un média français qui le balance au croustille, il se peut qu'ils avaient demandé le gagnant justement de ce combat-là pour l'UFC Paris. Peut-être Vettori. Et ça peut se faire Vettori. En plus, c'est un Européen. Après, avec des pincettes, parce que je suis plus trop sûr de ça, mais voilà, en tout cas, vous l'aurez vu ici en premier si ça s'annonce ce combat. Mais comme j'ai le dit, il y a pas mal de rumeurs qui disent que c'est Dolidze. Enfin, peut-être même des tweets confirmés. Mais bon, j'ai pas trop enquêté là-dessus. Et pour revenir sur Tsarukyan, il faut rappeler que c'est le seul qui a. Enfin, mis à part Volkanovski, lorsque Tsarukyan fait ses débuts à l'UFC Russia contre Islam, un combat vraiment vraiment engagé et pour ceux qui aiment la lutte en MMA, c'est vraiment un combat qu'on peut prendre en cas d'école parce qu'il y a vraiment de très très belles choses à voir là-dessus, des projections, du judo, des transitions, de la défense de lutte et tout. Et pour moi, ce combat-là, je te promets que s'ils avaient déclaré Tsarukyan vainqueur à la fin du combat, j'aurais pas dit que c'est un vol. Parce que le combat il est tellement équilibré que à la fin tu sais même pas qui va gagner. Et Tsarukyan il call out Makhachev en disant que voilà la dernière fois il a eu que 3 semaines de préavis. Non mais j'y crois. Franchement pourtant Tsarukyan je le trouve très fort. Tu sais très bien ce que je pense de ces combats, notamment le combat qu'il avait fait contre, je crois que c'était Gamrot. Mais même celui-là, pour moi, c'est vraiment discutable. La décision non. Vraiment... Ce combat-là, mais il gagne avant la nuit que sur un combat. Qui? Tsarukyan. Non, il perd contre Gamrot à la décision. Mais non, oui, d'accord. Je sais, j'ai cru que tu me parlais du combat de ce week-end. J'allais dire là. Non, je te parle de. Ah oui, contre Gamrot, c'est archi discutable. En fait, le truc contre Gamrot, c'est ça joue sur un round. C'est comme le combat de Gamrot contre Kutateladze. Il y a des fois, il y a des décisions, je te jure, je ne comprends pas. Franchement, Mais bon, en tout cas, à voir comment elle va évoluer cette catégorie. C'est quoi du bois, Mika? Eh, mais attendez, je vous promets, regardez les heures. Il est minuit 21 et il voit un monstre. C'est incroyable. Mais c'est sûr les gars, et vous savez pourquoi on fait ça? Pour vous donner le meilleur de l'info dès lundi. N'oubliez pas Big Krusty qu'on vient de vous donner, les gars. Il y a personne qui en a parlé. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Personne. Ah, il y a une information aussi, on n'en a pas parlé. Laquelle? Doumbé. Le quoi? Ah oui, bah oui, c'est vrai. Non mais attends, je range mon sourire parce qu'il y a les haters qui vont commencer à dire que je lui veux du mal à Doumbé. Je rappelle un truc, hein, je vous jure, je rappelle un truc. Doumbé, j'étais vraiment fan de son style, faut dire le mot. À l'époque, j'étais allé à Bercy quand il a affronté Nicholskin, sa carrière, pour vous dire, je la connais comme ma poche. Vraiment, c'est juste que voilà, entre-temps, il a pris un tournant au niveau de la communication. Je ne suis plus fan du personnage. Mais pour dire que je ne suis vraiment pas un haters, et je le disais, à l'époque, pour moi, il avait ses chances en MMA, notamment par rapport à son ancien style de kicker et tout, très grand technicien en glory. Donc voilà, c'est pour voilà, il n'y a pas de jalousie ou de haine, pas du tout. Par contre, j'aime pas trop sa manière de communiquer, son délire. Voilà, ça c'est autre chose. Mais en tout cas, voilà, en tant que
je le respecte vraiment en tant qu'athlète et en tant que combattant. Maintenant, voilà, j'avais mon avis sur ce combat-là. Mika avait Bah, son je l'avais. Tu sais très ouais. bien, j'ai gagné un pari, parce que j'ai fait un pari, j'avais dit j'annonce forfait de Doumbé avant le combat. Euh, et je vais vous dire franchement, honnêtement, la marche pour moi, on peut me raconter ce qu'on veut dans tous les sens. Je l'avais dit, Jara, c'est s'il affronte Jara et qu'il gagne Jara, j'avais dit respect à vie. Tu vois, je ne peux pas faire mieux que ça. Bien Les sûr. gens disaient, ouais, je sais pas quoi. Maintenant, honnêtement, je ne voyais pas Doumbé passer Jara. Je ne disais pas qu'il avait aucune chance parce qu'attention, Doumbé, on le sait, il a un pouvoir nucléaire dans les mains. Donc, encore une fois, je reconnais cette capacité qu'il a. Mmh. Mais sur le MMA, Jara, c'était pour moi beaucoup trop fort. Et j'avais dit que je pensais que en off, ce que je pensais, c'était que le combat était une stratégie de communication et que le combat allait être pull out du côté de Doumbé sur forfait. J'ai parié sur ça. Et c'est pour ça que ça m'a fait sourire quand j'ai vu le pull out. Ça se trouve, je me Mmh. trompe complètement et que ce n'était pas anticipé. Ça se trouve. Bah, pour moi, Mika, il y a pas mal de personnes qui l'avaient dit. Et nous, on en avait parlé en off avec Aldric. Il y avait Pugila aussi qui le dit sur Twitter. Il y a pas mal de Oui, personnes, et j'ai parlé aussi avec des personnes en off, je vous jure. Hein. Et je sais pas, il y a pas mal de personnes qui le sentaient, mais oui, mais ce écoute, forfait. faut pas se mentir. Faut pas se mentir. Ouais. Euh, même je ne comprenais pas l'intérêt. Même quand tu relis les interviews qu'on a pu faire avec Stéphane Hatch et tout, tu vois, il te dit implicitement, il sait ce qu'il fait. Si moi j'avais eu à choisir un combat pour lui, c'est pas celui-là que j'aurais choisi. Mm. Donc tu vois, en fait, tu sens qu'il y a quelque chose derrière. Ils sont tous un peu au courant sans le dire, tu vois. Et l'information tombe comme ça. Moi, c'est comme ça que j'ai ma lecture du truc. Maintenant, peut-être que je me trompe. Non, c'est vrai que du recul, Mais tu dis que ça a du moi, sens. moi, ce qui m'embête un peu dans ça, c'est que là, en septembre, on va arriver sur un PFL Paris. Donc, c'est un PFL Europe. On sait très bien que si ça se fait à Paris, ça va être assujetti au nombre de combats, etc. Maintenant, je pense que ça a évolué. On l'a vu avec Beisongour qui affronte ce week-end quelqu'un d'expérimenté. Donc, je pense qu'ils vont pouvoir faire évoluer la règle pour lui. Mais voilà, je pense que le combattant qu'on va lui mettre en septembre à Paris ne sera pas du même niveau que ce qu'on a pu lui proposer là. Mais pour moi, personnellement, c'est un petit peu dur, mais pour moi, c'était suicidaire. Comme tu as dit, la marche, elle était même pas un peu trop haute. Elle est On en haute, a ouais. parlé. Voilà, je vais pas rentrer dans les détails, mais pour moi, c'était vraiment. En tout cas, dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. On finit sur le prochain événement qui arrive, le RS16, comme je disais tout à l'heure, qui aura pour main event Beisangour Shamsudinov contre Escudero, vétéran UFC. Ce combat devait se faire pour la ceinture des welterweight. Finalement, l'adversaire a dit qu'il ne pouvait pas atteindre le poids, donc ça va être un catchweight à 80 kg. En main event, on a le retour d'Aguirre, le frère aîné de la famille Imavov, contre un Brésilien, Geraldo de Freitas. Donc, je ne vais pas écorcher tous les prénoms. Est-ce qu'il y a un combat qui te hype, Mika, sur cette carte? Alors, moi, je vais dire un truc parce que j'avais trouvé à un moment donné, tu vois, sur le RS16, j'ai pas fait forcément attention à la carte dans sa globalité. Et je disais, ouais, il manque au RS un combat phare, etc. Et bien qu'il n'y a pas de combat phare, entre guillemets, tu vois, il n'y a pas une opposition, tu te dis, ah ouais, genre ça va. Tu vois, il n'y a pas une story autour d'un combat. Mais par contre, c'est la première fois que ça m'arrive au RS que quand je regarde du combat numéro 1 au numéro 10, il y a un gars qui m'intéresse. Si je prends le combat numéro 1, Kenzo Suarez Silva contre Geoffrey Hilton, bah, on a Kenzo Silva qui affronte un gars qui est expérimenté. C'est franchement pas un combat facile qu'ils lui ont donné. Et j'ai hâte de le voir parce que le gars se déplace bien, c'est un poids lourd. Il est très jeune. Je pense que plus tard, il pourrait même espérer descendre à moins de 93 s'il fait les efforts qu'il faut. Et je trouve qu'il a un pied-point de ouf. Ouais. Deuxième combat, on a Donatello contre Hugo Guillon. C'est peut-être le combat franco-français qui m'intéresse le plus là sur cette carte. Les deux sont solides. Donatello, il a été décevant jusqu'à présent sur ses sorties. On attend beaucoup de lui. On le voit souvent pull out les combats. J'espère qu'il sera présent. Et on a Hugo Guillon qui monte et qui normalement devrait prendre le meilleur, en tout cas sur ce combat, je pense. Ensuite, on a Paulin qu'on attend. Paulin qui n'a jamais réussi à convaincre le public, pourtant il fait des belles performances, mais il n'a jamais réussi à convaincre le public. Et si tu veux que je te dise pourquoi, c'est parce que je pense que sur le côté artistique, il est vraiment pas beau à voir combattre Paulin.
C'est pas quelqu'un que tu trouves beau, il n'est pas gracieux En dans fait, ses expressions. c'est pas le plus spectaculaire, mais honnêtement, son style, lorsqu'il arrive à Non, faire parler son style, c'est efficace. et moi, c'est pour ça que je dis ça et Ouais. j'insiste sur lui, c'est qu'il a un côté artistique qui est dégueu. Faut pas se mentir, c'est quelqu'un qui est pas beau à voir combattre. Il a des longs segments, il les déplie pas super bien, il est pas gracieux, il est pas aérien, mais par contre, il a un style et il frappe fort. Ça se voit, il frappe fort. Souvent, il y a des gens, ils pensent qu'on lui met des merguez en face qui se couchent vite. Je vous dis Non, que il a pas eu des combats faciles, Paulin. non, mais tout bonheur, il suffit de voir que même Oumar Sy, qui est un combattant archi expérimenté, a été à la décision avec lui. Ouais. Donc, ça, c'est des indicateurs. Je vous dis que Paulin, il a à prendre au sérieux. Maintenant, je peux comprendre pourquoi il n'arrive pas à convaincre le public. C'est parce qu'il a un style qui est vraiment du style brawler. Et c'est Peut-être assez un rare. peu une nonchalance, peut-être. Ouais, et puis tu sais, il est un peu c'est un useur, c'est un mec qui vient user son adversaire. Ensuite, on a Youssouf Binaté. Bon, bah, on a tous envie de le voir. Lui, c'est simple, c'est un palmarès impeccable de 3-0. C'est un mec qui, s'il pouvait combattre tous les mois, il combattrait tous les mois. Il a combattu au ARS 9, 10 et 12. Là, il fait le 16. À chaque fois, il s'impose par KO au premier round. Clairement, ce gars-là, il est à suivre. Il est encore bien trop tôt pour parler de grosse ligue pour lui parce qu'on le sait, il a un gros bagage pied-point et pour l'instant, il arrive à le faire parler dans la cage. En face de lui, on lui met un mec un petit peu plus expérimenté et j'ai hâte de voir ce que ça va donner parce que le mec, il est costaud en face. C'est un mec qui a fait un peu d'amateur et c'est un mec qui, qui est un peu brawler, qui vient coller et tout. Ça va peut-être être pour moi le combat le Un plus grappleur, je difficile. crois. Ce mec. Ouais, non, il sait tout faire. Franchement, même debout, il n'est pas dégueu. Et attention à Binaté, c'est peut-être pour moi le combat le plus dur qu'on va lui donner en carrière. Mais franchement, de sa personnalité, de sa manière de combattre, pour moi, c'est vraiment un futur prospect. Tu sais, c'est pas le genre de combattant que tu peux amener au sol facilement, enfin, le genre de striker que tu peux ramener au sol facilement qui est perdu. Je trouve qu'il a vraiment une compréhension du MMA, il a un sprawl, il a vraiment un très très bon sprawl. Il me fait un petit peu penser à Saladin dans sa manière de sprawler. Et de longs segments, un bon striking bien apporté en MMA. Et même, tu sais, il cherche à vraiment à évoluer, à progresser, à comprendre le MMA. Et donc voilà, j'aime beaucoup le personnage et en espérant qu'il fasse une belle carrière. Mais en tout cas, dans la catégorie, faut le suivre de près. Donc on verra ce que ça va donner. Et Binaté, moi, j'avais vraiment, quand je vois à quel point il est grand, je ne pensais pas qu'il allait réussir à durer en 66 kilos. Mais je pense que c'est un mec qui a tellement fait de boxe taille, il a tellement l'habitude des régimes que je pense qu'il a une hygiène de vie qui lui permet de descendre assez facilement. Moi, j'avais des gros doutes sur le fait qu'il puisse réitérer à chaque fois les régimes et les cuttings à 66 kilos, mais ça n'a pas l'air d'être un problème pour lui. Mais Mika, je crois qu'il est aussi, enfin, c'est je crois qu'il est aussi en bantamweight. Hein. Et je crois que sa catégorie sa vraie catégorie, ça va être les bantamweight. Là, c'est parce qu'il a été prévenu à un mois à peu près qu'il fait ses featherweight. Mais sinon, dans Oui, un c'est corps vrai, complet. pardon. Oui, oui. Excuse-moi, il est monté de KT. C'est ça que j'avais noté. Mais justement, est-ce qu'en Bantam, il pourra. Parce que si franchement, il continue à combattre en Bantam, sincèrement, il peut faire du. Mais franchement, il peut être très fort. Très fort. Ouais, ouais. Ensuite, sur la carte, on a Virgile Eugène, que pareil, qui devient un peu un habitué du circuit du RS. Grosse hype autour de lui. Lui, c'est quelqu'un qui avait en plus très mal commencé, puisqu'en 2018, il avait fait les IMAF en amateur et c'était 2 défaites, malheureusement, bon, contre des mecs solides. Et il faut dire que la transition en pro, Dans bah, poids lourd en plus, non? ouais, il était dans une catégorie au-dessus pour moi. Il était en moins de 93, je ne suis pas sûr, mais à vérifier, il faudrait demander à Non, Aldric. même en pro, il est combattu en poids lourd, son premier combat professionnel. Contre Nicolas Godin. C'est possible, ouais. Je connais pas le nom de l'adversaire. Bon, en tout cas, il a fait le GFA, c'est un circuit qu'on connaît bien en Pancrase. Ensuite, il a fait le MMA GP en 2022. Dans la foulée, on le met sur le ARS et il enchaîne avec un deuxième ARS victoire. C'est quelqu'un qui a une courte carrière. C'est quelqu'un qui est un peu, à mon sens, attention, hein, je le dis depuis le début, c'est quelqu'un que je suis, mais qui, pour moi, a une hype qui est supérieure à ce qu'il a prouvé. Quand j'entends dans la même phrase Baki, Virgile ou Axel Solar, pour moi, il y a un intrus et c'est Virgile. Non, mais Pas... Mika, je trouve un peu enfin, je trouve pas qu'il y ait une hype, mais je pense qu'il y a un petit engouement, mais parce que peut-être que les gens voient le potentiel de l'athlète. C'est Oui, même par voilà, non, rapport mais à sa personnalité et en tout, fait, tu vois. c'est Je que trouve pas qu'il y ait une grosse hype autour de lui. athlétiquement, le mec, c'est un monstre. Physiquement, tu le vois que c'est un monstre.
Maintenant, en plus, je l'aime bien, hein, je le dis, je trouve qu'il a vraiment des qualités de combattant de ouf. Maintenant, si tu veux mon avis, c'est trop tôt pour parler de lui au même titre qu'un Beisangour ou d'un Axel Sola. Tu vois ce que je veux dire? C'est quelqu'un qui, pour moi, sur le circuit, attention, il n'a pas prouvé les mêmes choses encore. Maintenant, c'est un combattant, encore une fois que je le dis, qui en veut, qui est préparé quand il vient combattre, et c'est toujours un plaisir de le voir combattre. Et j'ai hâte de le voir au gars qu'on lui met en face parce que c'est solide et parce qu'en réalité, quand tu vois comment le mec s'est débarrassé de Dona au Ares, tu te dis que c'est pas facile. Attention, c'est pas un combat facile pour Virgile. Et c'est aussi pour ça que le combat m'intéresse parce que j'ai envie de voir comment Virgile va passer ce combat. Ensuite, on a Ilan Boifia, gros boxeur. Dans la famille, on connaît tous en MMA Sofiane Boifia, son frère, mais aussi il a les deux petits frères qui sont très forts en anglaise, etc. Et lui qui vient faire un peu son troisième combat de MMA, on l'avait vu au MMA GP faire une magnifique performance. Il avait combattu au FS2 sur le gala à Roubaix-Lille. Il s'était imposé. Et là, il fait son troisième combat MMA au Ares. On a juste hâte de voir ce qu'il va proposer sur une grosse ligue. L'adversaire en face, c'est pas très solide, faut pas se mentir. Ouais. J'ai vu son embedded, franchement, j'ai accroché, j'ai hâte de voir. Il est longéline et il me semble qu'il avait combattu au MMA GP aussi. Ouais, MMA GP 2 ou. il avait mis une droite, il avait sorti de nulle part. Ouais, tu sais, il est longéline et Non, c'était un gauche en plus. j'ai bien aimé, j'ai bien aimé la petite story, tu sais, que Ramzat Chimaev et tout. J'ai accroché le personnage, donc j'ai hâte de voir ce qu'il va faire. Ouais, c'est solide. Après, il affronte un adversaire, tu vois, qui a quand même un peu l'habitude des gros orgas, qui a déjà combattu à l'Octogone, Octogone Prime. Maintenant, clairement pour moi, normalement, Boifia va prendre le meilleur sur Carlos Graça. Après, attention, puisque la seule solution pour Carlos Graça sur ce combat, ça va être d'apporter la guerre, de faire la guerre et d'essayer de coller la distance. Ensuite, on a Axel Sola. Axel Sola, je vous le dis, ça fait longtemps que je fais sa promotion. S'il y a bien deux gars sur la carte qui sont des prospects français, c'est Axel Sola et Beisangour. Les deux sont sur la carte. Axel Sola fait son premier combat à 70 kilos, il me semble, contre César Arzamendo. Alors, je crois que son adversaire, il a changé. Je n'étais pas sûr que c'était lui au début. C'est ça ou pas? Tu me confirmes? Je t'entends plus, AB. T'as coupé le son, AB. Ouais, non, désolé, j'étais sur le Tapologie. En fait, je comptais son palmarès en amateur, mais c'est ouf, hein, il a 19-5. Si je dis pas de conneries, mais je viens de compter en fait ses victoires et ses défaites en amateur. Donc il a un palmarès de 19-5. C'est pour vous dire voilà l'expérience qu'il a pour son jeune âge. Et c'est quoi que tu me posais par rapport à son adversaire? Parce que là, il combat à 70 kilos pour moi. Ouais. Sauf que sur Tapologie, c'est marqué Welter, mais pour moi, c'est bien en 70. Et 170 kilos, ouais. Il affronte César Arzamendia. Ouais. Voilà, je voulais savoir s'il n'y a pas eu de désistement, parce que des fois, je sais qu'il y a des désistements. Ouais. C'est un gars qui vient du Paraguay, et c'est quand même un gars qui a combattu 2 fois à l'UFC. Donc, et qui a fait l'Ultimate Fighter sud-américain. Donc, en tout cas, c'est un bon combat pour Sola, parce que c'est un combat qui, au même titre que Beisangour, va lui permettre d'être dans les projecteurs pour éventuellement un UFC ou pas. Et je vous le dis sincèrement, franchement, souvent, je suis critique envers les combattants français, mais aujourd'hui, sur la carte du Ares, on aura 2 gros prospects. On a Axel Sola et Beisangour. Et sur l'ensemble de la carte, je disais, ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait au moins 4 noms qui combattent un jour à l'UFC. Voilà, les 4 pour moi. Tu penses à qui quand tu dis ça? Voilà, on m'a posé la question. J'ai Beisangour, j'ai Sola. Ensuite, derrière, j'ai Dagir Imavov, parce que je sais à quel point il est fort. J'ai Aliounai, qui pour moi est un tueur à gage, même si sur ses dernières performances. Ouais, il n'a pas su montrer son réel potentiel. Ouais. Et ensuite, on a Virgile. Et sur ces 5-là, je pense qu'il y en a au moins 4 qui iront au bout. Et en tout cas, c'est tout ce que je leur souhaite. Et c'est pour ça que je dis attention sur la carte du Ares. On n'a peut-être pas l'impression comme ça, mais vraiment, il y a du level de ouf. En tout cas, pour ceux-là, voilà, gros combat à suivre. Ensuite, on a Aliounai qu'on va retrouver face à Pedro Colman. Donc, Pedro Colman, normalement, c'est pareil. Hein. C'est un combat, c'est pas le combat le plus dur que va avoir en carrière Aliounai. On a hâte de voir Aliounai remonter, reperformer au haut niveau. J'ai hâte de voir Aliounai
au Ares parce qu'à chaque fois, il nous propose des guerres d'anthologie et je pense que c'est un combat qui devrait être mené par Alioune. Maintenant, il y a le Alioune de l'entraînement et il y a le Alioune du combat. C'est pas tout à fait la même chose encore. Mais le jour où on arrivera à avoir le Alioune de l'entraînement dans la cage, je peux vous assurer qu'il va tout arracher. Et ce qu'on lui souhaite en tout cas, Mika. Exactement. Ensuite, on a Dagir Imavov, donc le frère de Nassourdine Imavov. Pareil, j'ai déjà fait sa publicité, je vous l'avais déjà dit. Pour moi, à l'époque, je parle bien d'à l'époque, quand je tournais avec les deux, Dagir était 5 levels au-dessus de Nassour en termes de technique. En termes de technique, Dagir est incroyablement fort. Que ce soit en anglaise, en lutte, etc., il est vraiment fort. Sa dernière performance contre Kroll, même si Kroll est un combattant solide, nous avait laissé un peu par rapport au Dagir que je connaissais. Voilà, ça n'a pas été le meilleur Dagir que j'ai vu. Il faut savoir qu'il avait été testé positif au Covid 2 jours après son combat. Donc, ça expliquait plus ou moins la performance, on va dire entre guillemets, en demi-teinte. On lui a mis un Brésilien. Voilà, je pense pareil que c'est un combat sur lequel normalement Dagir devrait pouvoir gagner et tirer le meilleur sur son adversaire. Son adversaire, c'est aussi un vétéran UFC, c'est aussi un Sud-Américain. Voilà, je pense que sur la carte du Ares, elle a été construite comme ça. C'est pas pour rien. Elle intervient 2 mois avant l'UFC à Paris. On sait que le Ares privilégie normalement les oppositions franco-françaises. Là, on a mis beaucoup de Français du Management Factory face à des anciens UFC parce que je pense qu'ils ont en tête que s'il y a une belle performance derrière, ça peut signer à l'UFC. D'un point de vue stratégique, marketing, c'est super bien joué parce que derrière, les gars, possiblement, c'est un contrat à la clé pour l'UFC. Et quoi qu'il arrive, en tout cas, on va avoir des belles oppositions. Mais attends, juste, non, tu l'as déjà dit, mais c'est vrai que pour les anciens du MMA français, à l'époque, c'était Dagir qui faisait fureur entre les deux frères. Après, voilà, il y a eu des aléas de la vie, et il s'est un petit peu écarté du MMA, mais donc voilà, gros potentiel Dagir. Je te laisse poursuivre, Mika. Non, ensuite, on a Bessangour contre Efran Escudero. Alors, c'est dommage parce que Bessangour, clairement, je pense qu'il y est pour rien. Maintenant, je pense que Escudero, voilà, le jour où ils ont annoncé le combat, si tu te souviens, je t'ai dit, il fera jamais le poids. Ouais. Tu te souviens ou pas? Je me rappelle. Parce que j'avais été voir ses stories, j'avais fait une capture d'écran de sa story, c'était n'importe quoi. 2 jours après, Lopez annonçait que effectivement, il n'y avait pas de ceinture parce que le gars ne pourrait pas faire le poids. Maintenant, je pense qu'il y a eu une volonté de mettre Bessangour en main event, coûte que coûte. Il y a eu une volonté de le mettre face à un vet UFC, coûte que coûte. Maintenant, je pense que Bessangour va littéralement rouler sur Efren Escudero. Je pense que voilà, Escudero, il a vraiment, attention, c'est un gros baroudeur, c'est un gars qui a une grosse expérience, mais qui est clairement sur le déclin. C'est vraiment un gars qui n'est plus du tout au top de sa forme, qui n'est plus du tout celui qu'il a été. À mon avis, sur ce camp d'entraînement, c'est un gars qui a passé plus de temps à faire son régime qu'à s'entraîner sérieusement. Je pense que s'il fait le poids déjà, même si c'est un catchweight qui a été négocié, c'est déjà très bien. Mais voilà, je pense que c'est un peu indépendant de la volonté de Beisangour. Bon, maintenant, il est en main event. Je lui souhaite le meilleur. Je pense qu'il va prendre le meilleur sur Efren Escudero. Mais clairement, je pense pas que ce soit. Je pense que Escudero, ça va être un flop. Mika, en tout cas, rouler sur Escudero ne sera pas suffisant. Il faut vraiment que Baki aille chercher le finish, qu'il soit au premier round, au deuxième round ou au troisième round. Mais il ne faut vraiment pas qu'il laisse traîner le combat, parce que, ok, il est performant, Baki, il est explosif. Il peut être spectaculaire à certains moments, mais il lui manque ce finish. Tu vois, pour te dire, même Jordan a réussi à faire ce que Baki n'a pas réussi à faire. Pourtant, si tu poses la question, on va dire, aux fans de MMA, qui est le meilleur entre les deux, il n'y aura pas photo que les gens diront que Baki est beaucoup meilleur que Jordan Zebo. Sauf que voilà, on a vu que Jordan Zebo a réussi à faire ce que Baki n'a pas réussi à faire, c'est-à-dire éteindre Michael Sarji. Donc là, il faut vraiment que Baki coche ce facteur-là de finir les adversaires. Donc après, voilà, pour la suite, ce sera. J'aurais du mal à parler du UFC là tout de suite pour Baki, parce que je trouve que on parle trop souvent très très vite de l'UFC. Ouais, après. Donc, il faut pas oublier que c'est en général, c'est dans les 84 kilos, 93 et les poids lourds que ça signe rapidement. Mais en welterweight, c'est des catégories quand même fournies. Parce que on a aussi une logique différente, c'est que nous, on voit les signatures UFC sur les gros Européens. Mais tu sais, aux États-Unis, c'est pas rare de voir des mecs qui ont 5-0. Oui, c'est vrai, du LFA et tout là. Exactement. Ça veut dire que tu vois, en vrai,
Des fois, je Après, vois Mika, l'UFC. la différence, c'est que, comme tu as dit, c'est des États-Unis, tu vois. Non, mais je suis entièrement d'accord. En plus, je sais pas où en est Beissangour avec les papiers. Je sais pas si il peut voyager facilement ou pas. Parce que là, par exemple, j'ai appris récemment que, par exemple, Shimaev, s'il combattait pas si souvent que ça, c'est parce qu'il a eu des problèmes de visa, notamment sur le fait qu'il y a beaucoup en Tchétchénie, etc., fait que l'UFC ne lui accorde pas forcément les visas pour Ouais, aller. c'est. Enfin, l'UFC, les États-Unis ne lui accordent pas forcément les visas pour aller combattre aux États-Unis. Donc, tu vois, je pense aussi que ça, à l'UFC, l'air de rien, on s'en rend pas compte. Mais je pense que l'UFC aura plus tendance à signer un combattant français qui a des papiers français parce qu'ils savent que ça sera plus facile de le faire combattre. Baki, il en est en France, hein. C'est un Je Tchétchène, sais il est né pas, en justement, France, je demandais. Non, je te non, le je dis, demandais. Ok. je le confirme. D'ailleurs, c'est Adrien qui nous parlait de ça par rapport à Shimaev. Ils ont fait un petit big up à Mehdi Takaev qui a combattu et qui a pris la ceinture de l'ACA. Voilà pour le citer. Et, voilà, c'est ce que je disais en fait par rapport à Baki. Et il faut quand même souligner, Mika, qu'il y a eu 3 signatures dans les catégories féminines là, qui étaient des anciennes combattantes et championnes d'Ares. J'ai plus les noms en tête, je vais pas Ouais. les écorcher, Non, mais c'est pas mal. mais je crois que les 3 combattantes, elles ont combattu sur la carte où j'avais combattu, limite sur la carte où j'avais combattu contre Pépi. Euh, Bon, y a- Melissa Dixon, elle avait combattu ouais, juste avant toi, je crois. mais j'étais étonné de voir 3 combattantes d'un coup. C'est Ouais. incroyable. Ouais. Après, je pense que tu sais, on dit souvent, là, l'UFC, on l'avait dit, attention, faut pas faut qu'il fasse attention dans le recrutement pour les roadsters, parce qu'entre le PFL, le Bellator, qui ont des politiques agressives, ils vont finir par être un peu déshabillés dans certaines catégories. Et je pense que c'est pas pour rien qu'ils se disent, OK, chez les filles, il faut vraiment qu'on arrive à sortir des étoiles montantes. Et donc, quitte à se tromper, je pense qu'ils vont ouvrir les recrutements dans certaines catégories. Parce que Bah, là, par exemple, déjà, il y a au Amanda PFL, Nunes qui prend sa retraite, Mika, donc ça fait un vide dans la catégorie. Hein. mais ce week-end, j'ai commenté le PFL et je peux te dire que la fille qui a pris, il y a une brésilienne là, putain, j'ai oublié son nom, je vais essayer de le retrouver, qui s'est qualifiée pour les phases finales, qui avait déjà gagné le tournoi l'année dernière. Même tu la mets face à Amanda Nunes, je t'assure, je suis pas sûr que Amanda Nunes la passe. C'est une fille qui s'appelle Larissa Pacheco. C'est une brésilienne. Écoute, c'est un monstre. J'aimerais même pas me retrouver en face d'elle dans la cage. Elle frappe fort la fille. Je te jure, elle frappe fort la fille. En tout cas, tout ça pour vous dire que sur la carte du Ares, faut pas se mentir, il n'y a pas le combat franco-français qu'on a l'habitude d'avoir, genre avec un Abdul contre Amoussou, Lapillus contre comment s'appelle Amin Ayoub ou les oppositions françaises qu'on a besoin de voir. On le sent sur cette carte, il y a vraiment une volonté de mettre le Factory. Je crois d'ailleurs qu'ils sont tous quasiment managés par le Factory, hormis Augin, Virgile et Axel Sola. Je crois qu'ils sont... Virgilogène. Voilà, je crois que sur les 10 combats, il y a seulement 2 combattants qui ne sont pas managés Factory dans les 10 combats. Il y a 8 combats qui sont managés Factory. Et je pense qu'il y a cette volonté de les mettre soit face à des vêtements UFC, etc., pour vite les faire monter dans les rankings, dans le cas potentiellement de faire un hold-up de signature au mois de septembre. Alors, en soi, je trouve que, franchement, pour le coup, je trouve que c'est bien joué de la part de Ares et du Factory. Et c'est surtout que sur la délégation qui part, je trouve que c'est bien choisi. Voilà, je regrette juste qu'il n'y a pas le combat un peu qui vende la carte. Voilà, il n'y a aucun combat qui me permet de vendre la carte plus qu'un autre. Mais en termes du début à la fin de la carte, c'est peut-être la première fois du Ares que j'ai envie d'assister à tous les combats. Qui sera alors Je vais pas te mentir. Non, je sais pas, je vais demander, mais j'ai toujours 1 ou 2 combats à chaque fois qui. Bon, ouais, en fait, c'est comme tu as dit, c'est les combats franco-français où ça trash talk un petit peu. Et c'est vrai que ces derniers temps, on était habitué à ça, même lors des face-à-face. Et c'est vrai que là, je viens de remarquer en fait ce que tu as dit, il y a juste un combat franco-français, c'est Donatello contre Hugo Guillon. Ouais. Et en plus, ce qui est bien, c'est que Hugo Guillon, c'est manager BTT. Donatello, c'est manager Management Factory. Et c'est bien que toi, comme moi, on le sait en interne, il y a toujours. Oui, mais c'est bien que tu le dis, ça, Mika, parce que et voilà, je ne suis pas le bon samaritain, on n'est pas dans un mode de bisounours, mais il faut quand même comprendre, ok, il y a des tensions entre les gérants, par exemple, du Management Factory et de la Brilliant Top Team, et encore, mais il faut savoir une chose, lorsqu'on se retrouve à des événements, il n'y a aucune animosité entre les combattants. Il faut vraiment. Ouais.
voilà, il faut vraiment que vous vous réveillez là-dessus. Je parle aux auditeurs, je parle aux acteurs du MMA français. Il n'y a pas d'embrouille. Une embrouille, c'est quoi? Ça se voit dans la rue, ça se tape dessus. Damien Laplus et Amin Ayoub, par exemple, ils se voient dans la rue, il y a une accolade même. Donc, redescendez un petit peu de votre nuage, il n'y a pas d'embrouille. Les réelles embrouilles, c'est pas sur les réseaux. Voilà, ça c'est vraiment un truc qu'il faut dire. Ok, il y a des tensions, il y a des. Voilà, forcément, tout le monde n'est pas obligé de s'aimer, mais tout le monde travaille ensemble. Et en fait, je dis ça parce que je sais plus récemment, il y a eu quel événement. Et en fait, voilà, c'est toujours pareil. Tout le monde est là. Voilà, forcément, il y a plus d'affinité avec des gens de tel team. Mais Mais voilà, il n'y regarde, a pas d'embrouille. je fais encore plus simple. Taylor, il s'est entraîné à l'US Metro avec Ouais. Johnny. Et ce jour-là, il y avait Amin Ayoub sur le tatami qui s'entraînait. Tu vois, Vous pendant, même. voilà, parce que je sais pas, mais des fois, ça prend une tournure et les gens, ils se croient dans un film, frère. Je suis désolé, je parle un petit peu, mais c'était vraiment pour, voilà, il n'y a pas d'embrouille, les gars. Redescendez, ça se clash sur les réseaux, mais il n'y a pas de réel embrouille. Voilà, c'est bien de l'avoir dit, mais voilà, c'était pour faire un petit rappel à l'ordre, Mika. Ouais, Parce ensuite, que, je veux juste dire, parce on m'a demandé comment ça se fait, parce qu'il y en a qui n'ont pas forcément suivi, ils ne sont pas forcément au fait. Sachez que le MAGP, il a été annulé, parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont demandé pourquoi c'était annulé ce week-end. Ça a été annulé ouais, pour des raisons économiques avant tout. Il y a eu des partenaires qui ont lâché l'organisateur Abdel en cours d'organisation. Donc, du coup, il n'a pas pu satisfaire ses obligations et il a préféré reporter, comme il y avait une carte de prévue à Genève en juillet, il a préféré mettre la carte, je crois que c'est le 8 ou le 7 juillet à Genève. je suis en train de vérifier. Il me semble que c'est le 7 ou le 8 juillet à Genève. Ouais, le vendredi 7 juillet, Yann Voilà. Podia contre Saïd Malem en main event. En tout cas, pour l'instant, la carte elle est maintenue le 7 juillet à Genève. Voilà, on parle, nous, de toutes les organisations. Encore une fois, l'Hexagone, on n'a pas forcément critiqué ce qui s'est passé dessus. Mais encore une fois, je trouve qu'en communication, c'était désastreux. Je suis désolé de le dire. Heureusement qu'RMC était là pour les diffuser. Vraiment. Je parle de l'Hexagone. Ouais, l'Hexagone. Je trouve qu'en communication, c'était franchement désastreux, encore une fois. Vraiment, il faut qu'il fasse quelque chose parce que quand tu vois des gars comme Dizzy, Prince Aounala sur la carte, même si voilà, c'est des combattants qu'on connaît plus trop, Mehdi Ben Lagdar, etc., je pense que tu peux mieux faire pour vendre l'événement. Je pense que tu peux mieux faire pour vendre les combattants. Et voilà. Et gros big up aussi, alors je sais pas ce qui s'est passé, le pauvre, mais Sofiane Aïssaoui qui a dû pull out son combat, qui a pas pu combattre à l'Hexagone ce week-end. Beau rétablissement à toi. Pour une fois que tu avais un adversaire qui était solide, on a un peu déçu de ne pas te voir face à lui. Voilà. J'espère que tu vas bien et que tu t'en remettras. Bah, en parlant de l'Hexagone, moi, le seul truc que je peux, voilà, s'ils peuvent améliorer, c'est vraiment le shooting photo, là, sur le fond blanc. Il faut vraiment améliorer Oui, ça. À un moment donné, oui. ils avaient quadrillé, je te jure, en vrai, c'était, AB, le speaker. Trop. j'ai pas fait attention à ça. J'ai vu juste en rediff, mais c'est pas des détails auxquels j'ai fait attention. En fait, franchement, je suis désolé de le dire, je tire pas pour rien dessus parce que je trouve que c'est un bon travail qui est fait. Et autant on critiquait les cartes de l'époque, et autant maintenant je trouve qu'il y a des bons combattants. Comme maintenant, moi, ça me fait plaisir de voir Mathieu. À chaque fois que Mathieu combat là-bas, je trouve que c'est des belles perfs. Nora, on l'avait dit quand elle avait combattu là-bas que potentiellement c'était une fille qui allait signer à l'UFC et on ne s'est pas trompé. Donc, ils font des belles choses, mais s'il vous plaît, communication, faites quelque chose, s'il vous plaît. Ah là là, ils sont à combien sur les réseaux? C'est eux, ils sont quand même montés hein, au niveau des followers sur les réseaux. Mais c'est vrai qu'il faut améliorer un petit peu ce truc-là. D'ailleurs, pour finir, un petit big up à Benoît Sandine. N'hésitez pas à aller voir le film RMC, il est vraiment pas Ouais, mal. Il est vraiment pas mal. Hein. Et c'est marrant parce que sur Twitter, c'est là-bas qu'il faut être. Hein, parce qu'il y a vraiment des. Ils disent qu'en gros, il y a la malédiction RMC parce qu'ils ont suivi Cyril, il l'a perdu. Ils ont suivi. Qui d'autre? Saladin, ça s'est pas fait. Et donc voilà, c'était un. je crois le pire, ils avaient même fait un truc sur Mehdi Ben Lagdar. Oui, Ils ont fait un truc. il y a eu deux interviews sur Je te Mehdi. jure que c'est vrai que c'est des poissards. Mais Et après, non, non, mais ouais. après RMC, tu vois, vraiment, je trouve qu'ils font un travail fabuleux pour vendre les combats. Et ce que j'aime, c'est que de plus en plus, ils ouvrent à beaucoup de combattants. Et l'air de rien, ça ouvre le champ du possible. Et c'est important ce qu'ils font. Et voilà, après, on dit que c'est la malédiction RMC, mais voilà, c'est juste que aussi, il faut comprendre que les match-ups qui sont donnés, notamment la Benoît Saint-Denis, euh, c'est peut-être le français qui, pour moi, en tout cas aujourd'hui,
a le combat le plus difficile en carrière chez les Français là. Ça va être un combat qui va être âprement disputé et ce combat-là a tout pour être le combat de la soirée. Et franchement, je serai le premier à être devant ma télé le 1er juillet et j'ai hâte de voir ce combat. Mika, je crois que c'est tout pour nous. À part si tu as quelque chose à rajouter, mais il me semble qu'on a fait le tour. Non, bah voilà, content de vous retrouver. Désolé pour la semaine dernière et semaine prochaine, bah, on fera le débrief de. Tu prends un petit coup de vieux là, non? Les cheveux blancs, tout ça. Mais non, ça va, frérot. C'est une peinture, rassure-moi. Ça. Tu sais que déjà, il y a des gens, ils pensent que j'ai fait. La dernière fois, j'avais un peu la touffe. Ils pensaient que j'avais été en Turquie faire des implants. Ah, les gamins. Parce qu'ils commencent à avoir le M de Vegeta là sur le coin. Ah ouais, mais ça, je l'ai toujours eu depuis l'âge de 8 ans. J'ai le M de Vegeta. Mika, c'est quand qu'on se fait un petit sparring là? Ça fait un petit moment maintenant. Mais je t'ai dit, j'ai une vidéo moi en plus d'un sparring là, toi là, contre moi. C'était. Elle sourit. Et tu me taquines un petit peu trop, je la balance sur. AB, vas-y, regarde, à tous les auditeurs, je vous jure, écoutez bien. Ouais. Je vais prendre AB en lutte et sol. Je vais même le prendre dans sa salle s'il veut. Ça veut dire sous témoin dans sa salle. Je vais aller dans sa salle et Écoute, je vais le vaincre dans sa salle. Écoutez bien ce que je vous dis. Je t'attends. On met un chrono de 5 minutes, on fait un absolu de 5 minutes. Absolu. Vas-y, let's go. Écoute, David, là, j'ai un peu. Laisse-moi juste 2-3 semaines que je régule mon hématome et je te jure, tu vas voir. Ah oui, c'est vrai que t'as eu. Ça va, tu te rétablis bien? Bah, j'ai repris l'entraînement à la MK Team la semaine dernière. Là. Ok, bah tant que tu es à la MK Team, Mika, ça va changer pour toi. Non, c'est bon, tout va bien. Ouais, et je voulais dire, normalement, la qualité du son, elle sera un peu meilleure parce que y a Pico. Il y a Pico qui est désormais auditeur libre. On lui a dit, comme il est un peu triste maintenant, il n'a plus de temps de parole, on lui a dit on peut l'accueillir 1 à 2 minutes par podcast, pas plus. Mais en retour, il nous règle les sons. Il nous règle le son. Par exemple, là, la canette, c'est lui qui me l'a mis au frais, il me l'a rapporté. C'est un peu l'intendant, tu vois. Il nous met tout en place. Ça donc va voilà. pas lui plaire ça. On lui a proposé un poste. Ça va pas lui plaire ça. Attention, peut-être qu'il va refaire son retour dans le YouTube game ou peut-être ailleurs. Il va faire quoi? Je sais pas. Franchement, je sais pas. Non, mais après, l'air de rien, c'est un peu dommage dans le sens où je sais pas ce qu'il fait, mais c'est vrai que j'ai pris connaissance du fait que la chaîne était, il tournait plus. Mais franchement, donnez-nous votre technologie et nous on fait le contenu. Parce que franchement, en termes de qualité, je trouvais que c'était. Non, ils avaient mis la barre haute. Quand on avait fait le top 3 des médias, alors qu'il venait d'arriver. Hein. Enfin, il y a le média Laser MMA, c'était l'émission Radio MMA. Et Laser MMA, il est toujours actif. Il fait toujours, ouais. Mais c'est vrai que l'émission, en termes de qualité audiovisuelle, c'est top. En plus, c'est du travail, hein, se déplacer toujours en présentiel et tout. C'est déjà, nous, à distanciel, on a du mal à le faire. Même moi, des fois, genre, je voulais interviewer Mehdi Ben Lagda, j'ai pas trouvé le temps. Ils sont gros, je voulais l'interviewer en présentiel, mais c'est vraiment du travail. Hein. Franchement, c'est du travail et du temps. Et il le faisait très, très bien. D'ailleurs, il le fait toujours très bien, Laser MMA. Mais voilà, en tout cas, Pico, merci pour le réglation et les canettes. T'es un tueur. on te laisse 1 à 2 minutes maximum sur le podcast. Ciao. Ciao.